on a quand même d'abord le devoir d'avoir un regard un peu de compassion par rapport à des gens qui souffrent, des enfants, des femmes, des hommes qui souffrent. Je ne fais aucune différence entre les blessés. Vraiment, c'était vraiment terrible. Je ne connais que des hommes qui souffrent. Aider et soulager le plus vulnérable. La dignité est certainement la certitude qu'on n'est pas oublié. Restez à l'écoute, voici Antenne Croix-Rouge. L'Humanitaire, podcast produit par la délégation régionale du CICR en France. Yves Sandeau est professeur de droit, éminent spécialiste des conventions de Genève. Rappelons que ces textes protègent dans les conflits armés les combattants blessés ou prisonniers, ainsi que les populations civiles. Yves Sandeau a fait l'essentiel de sa carrière au Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, dont 18 ans à la tête de la doctrine et du droit. Comme tous ceux de sa génération, il a été témoin des conflits de décolonisation, de l'effondrement de l'Union soviétique, des conflits post-guerre froide, puis de la guerre globale contre le terrorisme. Ces années ont vu également des avancées importantes du droit, par exemple les protocoles additionnels aux conventions de Genève, portant notamment sur la conduite des hostilités, ou encore, en 1998, la création de la Cour pénale internationale. La question de la protection de l'environnement naturel a toujours préoccupé Yves Sandeau, protection en temps de guerre, en raison des obligations du droit international humanitaire, évidemment, mais aussi bien au-delà. L'histoire débute en 1968. Yves Sandeau, jeune délégué du CICR, fait ses premières armes dans l'effroyable guerre du Biafra. L'humanitaire moderne balbutie, le CICR s'opérationnalise, ne se doute pas que dans quelques années, Médecins sans frontières puis une pléthore d'ONG investiront le champ de l'humanitaire international. L'époque correspond aussi au premier direct télévisé où, comme ironisait Coluche, les enfants affamés venaient mourir dans le poste à l'heure des repas. J'avais 24 ans en 68, je sortais de mes études de droit. Alors quand on est un jeune homme de 24 ans en 68, pourquoi on décide de rentrer au CICR? Comment ça se passe? Bon, c'était un peu par hasard. C'est-à-dire À vrai dire. Eh bien, je sortais des études de droit que j'avais suivies sans trop de passion à l'époque. Et puis, on m'avait dit que le CICR cherchait du monde pour le conflit Nigeria-Biafra. Et puis, j'ai postulé, je suis entré avec un curriculum qui ne me permettrait certainement pas d'être admis comme délégué aujourd'hui. On demande beaucoup plus aux délégués aujourd'hui. C'est très peu. Mais le CICR était au fond à l'époque tombé à un très petit niveau, au niveau opérationnel. Et le Nigeria-Biafra était au fond le début de la reconstruction du CICR qu'on a aujourd'hui. Puis il y a eu le Bangladesh, il y a eu des grandes actions opérationnelles, il s'est reconstruit à partir de là. Et il y a eu alors cette explosion quand même à partir de Médecins sans frontières, puis Médecins du monde, enfin des ONG. Et puis cette espèce d'engouement où chacun remplissait son camion de vivres, et un concert, et puis on allait apporter de l'aide humanitaire. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça a donné alors une grande ampleur au mouvement humanitaire. La Croix-Rouge n'a plus le monopole qu'elle avait dans l'humanitaire. C'est un bien. MSF s'est développé, d'autres, c'est d'excellentes organisations, donc il n'y a pas du tout lieu de regretter cela. Ça correspond aussi au début d'une médiatisation massive des actions, parce que tout simplement la télévision est capable de balancer les premiers directs sur le Biafra. On était encore, la télévision était quand même encore dans les foyers, était quand même quelque chose de très nouveau, et d'avoir vu ces images des petits enfants biafrais avec le ventre gonflé qui étaient affamés, ça a certainement joué un rôle important. Mais alors après, il y a eu quand même cet enthousiasme humanitaire. Puis c'est devenu une grosse affaire. Ça s'est multiplié et il y a eu quand même beaucoup d'amateurisme. Forcément, donc on a commencé à... L'humanitaire, le regard sur l'humanitaire s'est un petit peu détérioré. C'est-à-dire on s'est rendu compte que il y avait des problèmes. On a parlé du charity business, parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait beaucoup de désordre, et puis dès qu'il y a beaucoup d'argent, il commence à aussi y avoir des problèmes de corruption, de coordination, charity business. Je me souviens c'est une petite anecdote, d'avoir rencontré
dans une réunion, c'était de l'OTAN, je crois, on devait présenter l'humanitaire, il y avait un journaliste qui a dit que pour lui, l'humanitaire, c'était 4 J. C'était job, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on commençait à chercher du boulot, puis c'était un job comme un autre. Hein. Journey, parce qu'on fait un beau voyage. Hein. La Jeep, hein, enfin maintenant c'est plutôt des Toyota, mais enfin la Jeep. Et puis Johnny Walker, c'était les 4 J. Donc, c'est bon, tout le monde a ri. Moi, j'ai ri un petit peu jaune, parce qu'effectivement, c'était cette vision de l'humanitaire qui s'était un peu détériorée. Et puis, il y a eu alors une réaction justifiée avec, du point de vue de l'ONU, c'était la création d'OCHA. Ils ont dit il faut mieux coordonner tout ça. Le Bureau des Affaires Humanitaires. Le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU qui était chargé un peu de coordonner tout ça. Et puis, il y a eu du côté du CICR et de la Croix-Rouge aussi une réaction avec toutes sortes de codes de conduite beaucoup plus élaborés par rapport au terrain pour éviter quand même effectivement ce désordre et cette déperdition d'énergie et ce manque de professionnalisme finalement. Contrairement à ce qu'on peut croire, aider, c'est quelque chose de compliqué finalement, si on veut bien le faire. Yves Sandeau débute sa carrière dans les années 70, alors que se préparent les protocoles additionnels aux conventions de Genève. Ces textes renforcent le droit international humanitaire, l'adaptent aux nouvelles méthodes de guerre, aux guérillas, aux conflits asymétriques. La guerre d'Algérie de 1954 à 1962 les ont inspirés, mais il faudra attendre la fin de la guerre du Vietnam en 1975 pour que le CICR soumette aux États les protocoles additionnels aux conventions de Genève. Je suis en 1975, donc j'ai assisté aux 2 dernières sessions de cette conférence. Et là, c'était déjà une grande évolution. Les protocoles additionnels, pour rappeler un peu... Alors, les protocoles, ils avaient leur motivation principale, c'était que en 1949, avec les conventions de Genève, on avait réussi quelque chose d'extraordinaire de faire ces conventions de Genève, mais on n'avait pas réussi à sérieusement réaffirmer et développer les règles concernant la conduite des hostilités. C'est-à-dire, les conventions de Genève protègent les personnes blessées, les malades, les personnes civiles, mais tout ce qui concerne la conduite des hostilités, au fond, donc les bombardements, les armes qui sont utilisées, n'a pas été vraiment développé dans les conventions de Genève et réaffirmé, parce qu'on n'a pas réussi déjà à se mettre d'accord, probablement, parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le fait que les armes nucléaires devaient être incluses ou pas. Les Américains avaient le monopole de l'arme nucléaire à cette époque-là et ne voulaient pas qu'on parle des armes nucléaires. Et d'autres ne voulaient pas qu'on parle d'interdiction d'armes sans parler des armes nucléaires. Donc c'est ce qui a bloqué pendant de nombreuses années le débat là-dessus. Et finalement, il a pu être pris parce que on a au fond évacué le problème de toutes les armes de destruction massive dans le désarmement, en disant ce n'est plus seulement la question de leur emploi qui est importante, c'est la question aussi de leur possession, de leur fabrication, de leur commerce. En 1974, il y avait eu toute l'évolution de la décolonisation. Donc, il y a beaucoup de nouveaux États indépendants qui étaient là, et ils ont eu plusieurs revendications de leur côté. Donc c'était déjà un bouleversement du monde, vous voyez. Et notamment la reconnaissance des guerres de libération, et surtout la question de la guérilla, en disant nous, en se battant contre des États occidentaux super armés, on n'a aucune chance si on n'utilise pas la guérilla comme méthode de guerre. Mais la guérilla, c'est l'idée que le civil, que le guérillero se mêle à la population civile. Et là, ça a été vraiment une négociation extraordinaire et miraculeuse qu'on arrive, parce que soit on tuait le droit humanitaire, soit on perdait au fond les 2 tiers du monde qui n'auraient pas adhéré au droit humanitaire. Le guérillero peut aller dans la population civile, mais il doit porter ouvertement les armes. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se camoufler, tout ça, mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est ça l'idée. Il ne peut pas faire, c'est de faire semblant d'être un civil puis de lâcher sa bombe au dernier moment. Donc la perfidie. Voilà. La perfidie. Alors ça il ne peut pas le faire. Et ça, on était d'accord là-dessus.
C'était vraiment la limite qu'on ne pouvait pas franchir. Cette concession qui était faite sur cette qualification de ces nouveaux combattants, c'était aussi une concession faite aux États qui avaient signé les conventions de Genève et qui peut-être pouvaient s'abstraire, ou tout du moins, est-ce qu'il n'y a pas eu un affaiblissement finalement dans ces concessions-là du droit international? Forcément, c'est pas... On peut avoir un droit très parfait entre un ou deux États, mais ça ne sert à rien. Donc, le droit humanitaire, il est efficace, il est universel. Donc, il fallait vraiment faire une concession pour qu'il reste universel. Et la concession qui a été faite, c'était une balance très délicate. Mais je dirais tout de suite, on a atteint là, pour moi, clairement, la limite de ce que peut faire le droit humanitaire pour rester quand même sérieux, pour rester quand même un outil de protection. Donc, c'est vraiment la limite entre guerrieros avec cette obligation de porter les armes ouvertement. L'étape suivante, c'est le terrorisme, si vous voulez. Alors, c'est c'est le nouveau débat, le terrorisme, c'est le nouveau débat. Mais là, il n'y a pas de nouvelle convention à faire pour trouver une sorte de compromis avec le terrorisme. C'est pas possible. C'est pas possible. Là on ne peut pas aller plus loin, parce qu'effectivement, là, alors, si on n'est pas... Il n'y a qu'à imaginer, si un soldat qui est à un poste craint qu'un civil, où il y a eu des cas où des civils lâchent des bombes au dernier moment, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se méfier de tous les civils et commencer à tirer sur tous les civils. Donc c'est la fin de toute possibilité de protection. Donc il n'y a pas de compromis possible avec le terrorisme. Sur toutes les crises que finalement tu as... Enfin, toute ta carrière a été émaillée sur à peu près 3 décennies. Si on prend la fin de la guerre du Vietnam, l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, l'effondrement de l'Union soviétique, le mur de Berlin, les Balkans, la Tchétchénie, le Rwanda, est-ce qu'il y a eu des crises particulières qui ont été quand même majeures, qui représentent des tournants pour le droit international humanitaire, ou est-ce que celui-ci a évolué en amalgamant finalement toutes les leçons tirées de tous ces conflits il y a une évolution constante, évidemment. Ce qu'on a souvent d'ailleurs dit, c'est plus tellement de faire évoluer le droit, c'est de le faire respecter, le problème, parce qu'il y a quand même eu le génocide et les génocides du Rwanda, il y a eu les Balkans, avec tout et n'importe quoi qui a été fait, avec un grand mépris du droit humanitaire. Il n'y a plus de droit humanitaire. Et puis, je dirais, cette mouvance terroriste a été plus actuelle. Alors maintenant, donc, sur la guerre globale contre le terrorisme, par exemple, sur les 20 dernières années. Alors là, si vous voulez, le terrorisme, ça pose un double problème, parce que, comme je viens de le dire, il n'y a pas question de faire un compromis avec la bombe dans le café ou les suicide bombers, les attentats suicides. On ne peut pas tout à coup trouver, même si les motivations sont des fois justes, mais c'est une manière d'agir qui est totalement incompatible avec toute l'idée du droit humanitaire. Mais il faut dire aussi que la lutte contre le terrorisme a aussi affaibli certaines valeurs. C'est-à-dire que on a aussi pris prétexte de la lutte contre le terrorisme pour dénominer tous ces opposants de terroristes. C'était une manière un peu facile de le faire, n'est-ce pas, dans les conflits internes. Ce sont des terroristes, donc on peut tout faire. On a commencé à torturer. Il y a eu quand même Guantanamo, il y a eu quand même... Alors après, on discute sur la définition de la torture, mais tout de même. Donc il y a eu des détentions secrètes. Donc au fond, terrorisme a réussi aussi à faire perdre ses valeurs à ceux qui étaient les grands défenseurs des droits de l'homme et de ces valeurs fondamentales. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, la lutte contre le terrorisme a aussi donné lieu à des abus. Et au fond, c'est un peu le succès de ceux qui ont des terroristes et qu'ils ont réussi à faire perdre, au fond, à ceux qui les combattaient, leurs propres valeurs. Et ça il faut bien le reconnaître. Donc il faut vraiment défendre ces valeurs aujourd'hui, et c'est plus
Ça me semble difficile aujourd'hui, plus difficile que jamais, je ne peux pas dire ça, avec l'histoire du monde, il y a eu tellement d'horreurs, mais ça me semble un grand défi aujourd'hui de garder ces valeurs fondamentales, plutôt que de penser qu'il faut développer un petit aspect, un autre aspect du droit humanitaire, même si ce n'est pas forcément inutile. Est-ce que finalement, ce qui doit être le plus partagé, ce ne serait pas, ou le plus connu, c'est l'article 3 commun aux conventions de Genève, à part évidemment le premier qui prévoit de respecter et de faire respecter en toutes circonstances, mais l'article 3, celui qu'on appelle la mini-convention de Genève, c'est pas ce qui reste aujourd'hui? Bon, je crois que dans les conflits internationaux, on a quand même des instruments qui permettent de demander des choses plus détaillées. Pour les cas d'occupation, il y a quand même un droit d'occupation qui est assez précis, donc il faut l'utiliser quand on peut l'utiliser. Mais c'est vrai que l'article 3 pose au fond les règles tout à fait de base de distinction, d'absence de torture, de respect quand même de la dignité. Et finalement, c'est ces fondamentaux qui sont aujourd'hui même attaqués. Donc c'est vrai que la priorité, c'est quand même de défendre ces fondamentaux, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, on a le droit d'être utopiste, pour que soit mieux respecté le droit international humanitaire, mieux mis en œuvre? Comment tu as vécu avec cet objectif pendant toutes ces années? D'abord, ce qu'il faut toujours dire quand on parle de droit humanitaire, c'est que aujourd'hui, dans le monde, avec le développement scientifique, le développement des connaissances, de se régler les conflits par la force, c'est quelque chose de complètement stupide et ridicule. Et que le vrai combat, c'est de trouver des moyens pacifiques de régler les différends. On est peut-être trop tolérant aujourd'hui par rapport à cet aspect-là. Alors c'est vrai qu'on ne s'occupe pas tellement de ça au CICR, c'est ce qu'on appelle le ad bellum, le droit de faire la guerre, mais il faut toujours rappeler ça, au fond. La première priorité, c'est quand même de cesser de penser qu'on va régler son différend par la force. Au niveau du droit humanitaire, ce qu'on a beaucoup cherché à faire à mon époque, c'est de dire, au fond, le droit humanitaire, c'est quand même d'abord les militaires qui l'appliquent. Donc on a quand même fait un gros effort pour promouvoir, diffuser ce droit au sein des militaires, pas en le faisant nous-mêmes, mais en rendant conscients les responsables des États qu'ils ont eux-mêmes une responsabilité par rapport à leurs propres militaires, que c'est d'ailleurs une obligation dans les conventions de Genève, dans le droit humanitaire. Et là, on a beaucoup essayé d'aider les États à former les militaires. Je crois que c'est un élément important, et puis aussi d'atteindre même les groupes d'opposition pour essayer de les convaincre de faire du travail et de respecter les normes humanitaires. Je crois que c'est le travail qu'on peut faire. Maintenant, avec un succès très, très, très mitigé, on voit quand même les grandes puissances violent ce droit. Ce qui s'est passé en Syrie, c'est quand même épouvantable. En Afghanistan, en Syrie, c'est absolument épouvantable. Et on se rend compte que malheureusement, on n'arrive pas, quand c'est les grandes puissances surtout, à faire grand-chose. L'autre aspect qui a été développé, sur lequel on a aussi joué un rôle un petit peu en coulisses, mais quand même assez important, c'est de renforcer l'aspect des sanctions, avec la création de la Cour pénale internationale. Bon, son bilan actuel est assez mitigé en réalité, mais enfin, c'est quand même un nouvel instrument. Donc c'est quand même c'est peut-être un peu trop tôt pour faire un bilan, mais c'était important d'avoir cela et de renforcer aussi parallèlement les mesures nationales de répression du droit humanitaire. Je crois que c'est quand même un élément qui est aussi important. Alors on a fait des efforts, on ne peut pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais c'est un peu sur ça, les militaires, la répression, la mise en œuvre, qu'on a beaucoup travaillé. Pour autant, on a quand même l'impression, alors je sais pas, c'est un peu tarte à la crème de dire que le temps s'accélère, que le temps, que le monde est très bouleversé, a changé très très rapidement.
Je ne sais pas si c'est vrai, si on a suffisamment de recul pour l'affirmer, mais est-ce que néanmoins, par rapport au droit international humanitaire, tous les bouleversements auxquels on a assisté ces 20 dernières années, peut-être la guerre globale contre le terrorisme, la mondialisation, la multiplication des conflits internes, ou enfin une violence finalement de plus en plus difficile à définir, est-ce que ça ne se fait pas au détriment de tous les efforts et de toutes les conquêtes du droit international humanitaire qui ont été faites sur les 30 dernières années du XXe siècle? Mais c'est sûr qu'il y a cette mondialisation des problèmes qui doit nous préoccuper. Mais pour le moment, je pense qu'il faut surtout défendre fermement les principes de base. Et pour les défendre fermement, il faut d'abord les respecter. Et c'est un petit peu ça, ce qu'on disait tout à l'heure, cette guerre contre le terrorisme qui est un peu érodé au fond, même dans les puissances qui étaient au fond les Occidentaux, qui étaient un peu les gardiens de ces valeurs, qui a érodé le respect de ces valeurs. Et on le voit d'ailleurs aussi dans regardez ce qui se passe avec les réfugiés, avec quel point au fond on s'enferme dans ces frontières. Je ne prétends pas ici donner une solution à l'afflux de réfugiés dans les pays, c'est un problème qui est réel. Il y a les opinions publiques, c'est un problème qui est réel, mais j'entends, quand on dit qu'il faut limiter, qu'on ne peut pas intégrer tout le monde, je ne dis pas qu'on ne peut pas le dire, mais au fond on devrait d'abord dire, mais pensons à ces pauvres gens. C'est-à-dire on ne peut pas dire ça et puis on laisse maintenant mourir des enfants à la frontière polonaise, on laisse se noyer des enfants dans la mer et puis on va plutôt maintenant condamner les bateaux qui vont chercher à sauver les naufragés. C'est quand même assez épouvantable qu'on en soit arrivé là. Je ne dis pas que le problème n'est pas très complexe, on ne devrait pas être à la tête de gouvernements qui doivent régler le problème de réfugiés aujourd'hui. On ne peut pas non plus dire porte ouverte, tout le monde vient, mais on a quand même d'abord de devoir d'avoir un regard un peu de compassion par rapport à des gens qui souffrent, des enfants, des femmes, des hommes qui souffrent et qui sont maltraités. Et peut-être déjà au moins dans les pays de premier accueil de faire en sorte qu'on donne tous les moyens pour que ces gens soient bien accueillis. Donc là, il y a vraiment un problème de valeur, c'est vrai, qui dépasse au fond le droit dans tous ses détails. La protection de l'environnement naturel en temps de guerre est peu couverte par le droit international humanitaire. Pourtant, celle-ci demeure impérative pour la survie des populations. En 1992, une délégation du CICR participe au premier sommet de la Terre à Rio de Janeiro, sommet qui préfigure les COP, les conférences sur le climat, dont le bilan, après 30 ans, ne convainc toujours pas malgré les alarmes d'année en année du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. Pour le CICR, le changement climatique se vit comme une double peine en zone de conflit armé et sera probablement un facteur de guerre dans un futur très proche. Restons au Brésil avec un sujet qui se trouvait récemment au centre de l'actualité internationale, le sommet de la Terre qui vient de s'achever à Rio de Janeiro. Il a donné aux dirigeants du monde entier l'occasion de prendre des mesures concrètes afin de protéger l'environnement pour les générations futures. Et comme rien de ce qui touche l'être humain n'est étranger à l'humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge était lui aussi présent à Rio. Sa préoccupation essentielle, démontrer son rôle et aussi sa compétence en matière de protection de l'environnement en temps de guerre. Des conflits récents, comme celui du Golfe, ont prouvé combien les atteintes à l'environnement pouvaient être graves de conséquences pour des populations entières. Le droit international humanitaire interdit aux belligérants d'utiliser des méthodes de combat qui peuvent causer des dommages durables à l'environnement naturel. Le CICR a déclaré à Rio que les règles existantes étaient trop souvent ignorées ou même bafouées. Il a rappelé aux États partis aux conventions de Genève qu'ils devaient non seulement respecter ces règles, mais aussi faire en sorte qu'elles soient appliquées au niveau international. Cette conscience du problème de l'environnement, du réchauffement climatique, liée aussi beaucoup à la démographie, ce qu'on oublie un peu trop, elle était présente il y a très longtemps. En 92,
Mais même en 72, 72, c'est la déclaration de Stockholm des Nations Unies, conférence d'environnement. Si on relit aujourd'hui la déclaration de Stockholm de 72, c'est peut-être que le droit humanitaire n'était pas forcément le premier, il y a déjà presque tout. On est conscient, puis on dit on va faire tout ça, et puis on n'a rien fait. Alors, ce qui est un peu... on était à Rio, effectivement, pour dire qu'il y avait aussi la question de l'environnement et de la guerre, que ce qu'il y a finalement dans les protocoles n'est pas quelque chose qui va très loin. Faut pas oublier qu'en 74-77, il y avait la guerre du Vietnam. Il y a eu l'utilisation massive de défoliants au Vietnam. On sait, donc il y avait un problème écologique majeur qui laisse encore des traces aujourd'hui. Et alors, il y a eu, donc, d'une part, cette conscience avec ces articles quand même très généraux, développement grave, durable, etc. Donc, c'est quand même très général et très peu précis, ce qu'il y a dans les protocoles additionnels. Mais il y avait aussi une pression des États-Unis qui ne voulaient pas une sorte de condamnation rétroactive de ce qu'ils avaient fait. Il y avait un peu ces deux éléments. Donc, maintenant, évidemment, à Rio, on s'est dit, il faut quand même peut-être qu'on aille plus loin, qu'on continue de travailler là-dessus. C'est pour ça que le CICR était là, pour rappeler qu'il y a quand même aussi l'environnement. L'environnement, c'est d'abord la paix, et puis la guerre, c'est d'abord quelque chose qui est, au fond, en soi, négatif pour l'environnement, mais qui avait quand même, au fond, dans le droit humanitaire, dans le cadre de la guerre, des règles à respecter pour protéger l'environnement, et que ces règles devaient être développées. Et puis, un petit peu quand même aussi à l'idée qu'on n'oublie pas que le CICR était derrière ces règles, et il y a effectivement Rio une mention qu'on doit faire ça en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge. Donc c'était un peu ça les objectifs de Rio. Alors on a réussi à réaffirmer d'abord que le droit de l'environnement, qui s'était quand même passablement développé aussi, restait en principe applicable pendant les conflits armés, en principe, ça dépend un peu des circonstances. Et puis on a de nouveau travaillé sur les militaires, on a essayé de faire des règles pour l'environnement dans les manuels militaires. Ça a été un petit peu l'approche du CICR après coup. Puis plus récemment, dans les années 2009-2010, je crois, il y a eu l'idée, cette guerre, il y a eu l'idée qu'il fallait développer des règles d'environnement dans les conflits internes. Parce qu'elles étaient quand même un peu développées, il fallait en tout cas préciser le droit. Puis il y a eu toutes sortes de tentatives de le faire avec je crois, 4 domaines dont on voulait le développement. Mais l'environnement est un des premiers à l'époque qui a été écarté par les États, au fond. Les États n'ont pas voulu qu'on développe cet aspect. Et puis aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'il faudrait se lancer dans une conférence ? Le climat international est tel que, et surtout l'adoption de textes par consensus, nous fait penser qu'on n'a pas beaucoup de chance, je crois, sur le plan législatif, d'avoir encore beaucoup de développement dans le cadre du droit humanitaire sur l'environnement. Et je me souviens déjà à l'époque, donc il y a 20 ans, le principe de responsabilité venait aussi en écho à toute la problématique climatique qui prévalait déjà à l'époque. Quelle peut être la place du CICR ou du droit international humanitaire dans le débat devenu extrêmement urgent aujourd'hui ? Mais je ne crois pas qu'il y ait une tellement grande place au fond du droit humanitaire. C'est quand même assez marginal. C'est quand même effectivement... Le problème général, et on le voit avec ce qui vient de se passer à Glasgow, le problème général, c'est un problème mondial. Et puis, les États sont encore maintenant totalement sous le principe de la souveraineté nationale. Donc, chacun fait ce qu'il pense bon chez lui. Alors, ce principe a été un petit peu érodé avec les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais ça reste quand même le fondement du droit international, la souveraineté nationale. Et puis on voit bien que ça ne correspond plus aux exigences actuelles.
il faudrait des normes mondiales, il faudrait réellement une véritable gouvernance mondiale pour qu'on puisse évoluer. C'est pour ça qu'on n'est pas très, très optimiste. Il faut aussi se souvenir de ça quand on parle d'environnement. Qu'est-ce qui est ressorti dans ces textes? C'est qu'il y a une globalité des problèmes. J'avais écrit ça à l'époque, que l'on prenne les problèmes sous l'angle de la grande pauvreté et du développement, de la protection de l'environnement, de la sécurité, du respect des droits de l'homme, on arrive à la même conclusion, les problèmes sont interdépendants. Donc on ne peut pas dire on va s'occuper de l'environnement sans s'occuper du reste. On est obligé de s'occuper de tous ces problèmes. Et puis les États, ils ont pris des engagements, n'est-ce pas? En 2000, il y avait des engagements à l'horizon 2015. Et puis, j'avais écrit en 2005. On sait déjà, avec un fort degré de certitude, que ces engagements ne seront pas tenus. Mais les gouvernements actuels, il faut qu'ils prennent aussi, qu'ils aient une feuille de route, ils disent voilà ce qu'on va faire en 2022, en 2023, en 2024, et puis qu'on puisse alors réellement leur demander des comptes. Parce que prendre des engagements pour 2050, c'est toujours quand même relativement facile, et puis ils ne seront plus là pour qu'on leur dise qu'ils ne les ont pas respectés. Côté interdépendance, on a quand même, le CICR, le droit international humanitaire, a quand même un article 1er qui s'appelle « Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter en toutes circonstances ». Est-ce que c'est pas quelque chose de transposable à autre chose que la protection des victimes dans les conflits armés pour aborder ce type de problème? Bien sûr, c'est ce qu'on devrait pouvoir dire. C'est de co-responsabilité des États, mais on voit bien, après, même dans les démocraties élisent les États dans leur gouvernement, et l'État est obligé de défendre les intérêts de son gouvernement contre ceux des autres. On est encore très... La conquête spatiale, qui pourrait être une magnifique ambition pour l'humanité tout entière, on devrait s'unir pour ça. Mais non, c'est encore une conquête avec des implications militaires. On veut être les premiers, on veut mettre son drapeau sur la Lune, son drapeau sur la planète Mars. On devrait avoir ces normes globales qu'on essaie de respecter ensemble, alors que finalement, chacun se replie un peu dans son état. C'est ça le grand problème aujourd'hui, d'arriver. Et il faut, il y a quand même, je crois, c'est ce que j'ai toujours pensé, qu'au fond, on va réagir à des catastrophes. Et aujourd'hui, les catastrophes commencent quand même. On commence à réagir aux catastrophes. Et puis, il y a un mouvement quand même, semble-t-il, plus fort qu'auparavant, de la jeune génération de s'engager, qui peut nous donner un certain espoir. Mais c'est vrai, quand c'est très frustrant de voir ces gens qui avaient, au fond, la vision. On a été avertis, bien, il y a 30-40, on a été avertis de tout ça, et visiblement, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, alors est-ce qu'on le fera? Il faut bien l'espérer. Mais Quand on voit que le secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion de la pandémie Covid, avait appelé Urbi et Orbi à un cessez-le-feu mondial, est-ce que finalement le changement climatique ne mériterait pas au moins la même chose, ou mieux, ou plus, d'appeler un cessez-le-feu mondial? Bien sûr, c'est pour ça que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le droit humanitaire. Oui, on doit faire tout pour que pendant les guerres, on se comporte mieux et qu'on prenne en compte les questions d'environnement, mais les guerres est une manière obsolète de régler les conflits. Il faudrait que le Conseil de sécurité puisse jouer vraiment son rôle, tout ça, bien sûr, mais c'est du wishful thinking, comme on dit, n'est-ce pas? Ça ne correspond pas à la réalité. Maintenant, il y aura quand même une prise de conscience qui va se développer. Et puis on est obligé d'espérer que la jeune génération arrivera à ce que nous n'avons pas réussi à faire. Mais si les États sont incapables d'essayer de régler le problème, qu'est-ce qui reste en termes de pouvoir pour faire en sorte de régler le problème? C'est un peu la rue, quand même. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont descendus dans la rue pour le climat. Les gouvernements restent quand même pas tout à fait insensibles à ça, et puis c'est quand même eux qui auront le pouvoir demain, et je crois qu'on sent qu'il y a quand même
cette forte volonté. Maintenant, il faut qu'elle se focalise, qu'on soit concret. On a toujours l'impression aujourd'hui qu'au fond, dans nos pays riches, qu'on arrivera avec le développement durable, avec continuer de vivre un peu comme on vit et que tout va bien aller. Je crois qu'il faut qu'il y ait La des fameuse croissance verte. de vrais sacrifices. Peut-être qu'il faudra renoncer à sa voiture, peut-être qu'il faut renoncer à ces réseaux sociaux qui sont très mangeurs d'électricité. C'est ce qu'on doit dire aussi aux jeunes, parce qu'ils sont beaucoup là-dessus. Peut-être, je ne sais pas, peut-être interdire la pub sur les réseaux sociaux. Comme ça, on devrait payer un petit peu plus et on démolirait ces grandes organisations. Je ne sais pas, mais il faut peut-être qu'il y ait des choses qui soient réellement des sacrifices qu'il faudra peut-être faire, mais c'est des petits sacrifices. Y compris renoncer à la guerre. Évidemment, ceux qui font la guerre, c'est pas les gens les plus conscients de ces problèmes, malheureusement. La jeune génération, il faut c'est sur elle qu'on doit compter, évidemment, qu'elle s'engage dans l'humanitaire si elle le veut. Et si on veut donner un conseil à la jeune génération par rapport à l'humanitaire, il faut comprendre. Enfin, l'humanitaire, c'est un terme un peu trop vague. Il faut savoir un mot valise. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Mais il faut comprendre que c'est un petit peu le problème, en tout cas des conflits armés, qu'on est obligé de mettre le poing dans sa poche. Parce qu'on peut pas, on doit traiter les victimes, donc on ne peut pas être agressif contre les gens chez qui on pénètre. Donc il faut avoir le poing dans sa poche, mais il faut quand même faire le point. Il faut quoi qu'on mette, il faut garder ce sentiment de révolte par rapport à l'injustice, même s'il faut mettre le poing dans sa poche quand on est sur le terrain humanitaire. C'est en tout cas un conseil qu'on pourrait leur donner. L'Humanitaire, un podcast proposé par la délégation régionale du CICR en France. Au micro, Frédéric Joly. À la réalisation, Axel Meuchler.